Aujourd'hui, nous allons arracher le masque d'Alexandre Dvorkin. Je vais vous montrer comment un ancien toxicomane et patient d'un hôpital psychiatrique a construit un réseau international de terreur, a pris le pouvoir dans l'église orthodoxe russe et transforme maintenant tout un pays en camp de concentration. Pourquoi la Russie a-t-elle fait la guerre à l'Ukraine? Et pourquoi les prêtres russes justifient-ils cela et le bénissent-ils? De nouveaux faits choquants ont émergé dans l'espace médiatique et il faut en parler pour comprendre quelles menaces pèsent sur notre pays et sur le monde entier. Je vais maintenant révéler quelque chose qui vous fera voir autrement les nouvelles concernant la menace nucléaire. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de maniaque au pouvoir. Et d'où vient une telle haine féroce des Russes envers les Ukrainiens? Je suis tombé sur un profilage réalisé par des journalistes américains. C'est une véritable enquête. En plus de cela, on m'a également partagé le livre de James Ressler, Le maniaque contre Dieu, où sont décrites des choses horribles. Drogue, hôpital psychiatrique avec un diagnostic de cyclothymie, morts étranges autour de lui. Et ce n'est que le début. Nous allons parcourir ce chemin sanglant pas à pas. Les moscovites ont l'habitude de penser qu'Alexandre Dvorkin est une souris grise et un professeur étrange qui lutte contre les sectes. Mais les faits disent le contraire. Commençons par la base. Officiellement, il est le chef du RCIRS. C'est une organisation russe qui lutte contre les sectes sous l'égide de l'Église orthodoxe russe. Et officieusement, le travail de Dvorkin consiste à éliminer tous ceux qui dérangent. Quand j'ai appris qu'il était un coprofile fini, je pensais que c'était le fond. Mais ce n'était pas le cas. Il s'est avéré qu'il y a des choses bien plus effrayantes. Alors qu'il était encore écolier, Dvorkin a violé un élève de première année et l'a battu à mort avec des pierres. Le seul témoin, son ami Yashka, s'est noyé accidentellement peu de temps après une promenade en bateau avec Dvorkin. Coïncidence? Je ne pense pas. Il l'a tout simplement éliminé. Dvorkin lui-même a décrit en détail la mort de son ami dans son livre « Mon Amérique », savourant les détails comme un véritable psychopathe. Dire que je suis choqué serait un euphémisme. Dans l'autobiographie de Dvorkin, il y a de nombreux passages sur la consommation de drogue. Par exemple, comment un nouvel ami hippie en a apporté à l'école en 9e année. Dvorkin appelait ça un trip, et il ne s'est pas contenté de jouer avec, d'essayer quelque chose de léger une ou deux fois, il est vraiment devenu accro. Et maintenant, il n'est pas surprenant que ce soit précisément en 9e année qu'il ait été capable de commettre ces deux terribles meurtres. Le meurtre brutal d'un élève de première année qu'il a d'abord violé et le meurtre de son ami Yashka. Et c'est justement à partir de ces événements qu'on voit à quel point il a perdu la tête. Il a simplement commencé à devenir fou. Все це в деталях можете почитати в профайлінгу на сайті та в книгах. А тепер про період його життя з наркотиками. Дворкін сам описує. Vous pouvez lire tous ces détails dans le profilage sur le site et dans les livres. Et maintenant, parlons de la période de sa vie liée à la drogue. Dvorkin décrit lui-même comment il est entré dans le monde de la drogue, des substances douces aux plus dures. Et il en parle avec le même enthousiasme, décrivant cette expérience avec une touche d'euphorie. Et il ne fait pas que mentionner cela. Il raconte en détail ce qu'il consommait, comment il le faisait et d'où il se procurait tout cela. De telles substances, en particulier les psychédéliques, ont réellement un impact sur le cerveau. La réalité se déforme, des hallucinations apparaissent, le cerveau flotte littéralement, la frontière entre le réel et l'imaginaire s'efface. La personne commence à voir ce qui n'existe pas, à se sentir toute puissante et à penser que tout lui est permis. En analysant son autobiographie, je ne vois que des retours positifs concernant sa consommation de drogue à différentes étapes de sa vie. Et je ne vois nulle part comment il a arrêté d'en prendre. D'où la question, a-t-il arrêté un jour en fait? D'ailleurs, même lorsque Dvorkin a emprunté la voie religieuse du service, on ne l'a jamais entendu se repentir de sa consommation de drogue. Et où est le récit à ce sujet?
En tant que professeur et autorité spirituelle, il aurait dû donner l'exemple aux gens en repensant à son passé. Cependant, de sa part, nous ne voyons aucune condamnation d'un mode de vie destructeur. Après tout, il est professeur. Aucune initiative non plus pour aider les personnes dépendantes à la drogue, pour leur montrer comment sortir de cette saleté. Il s'est tellement détruit avec la drogue qu'il a même fini à l'asile psychiatrique. Bien sûr, il prétend qu'il voulait éviter l'armée, mais cela ne semble pas très crédible. D'ailleurs, les diagnostics disent tout autre chose. Ce fait est officiellement documenté. De 1973 à 1977, il a été suivi au dispensaire psychoneurologique de Moscou avec les diagnostics suivants: cyclothymie, psychose maniaco-dépressive, infantilisme psychophysique, développement pathologique de la personnalité, suspicion de schizophrénie. Malgré cela, selon son autobiographie, il continue à consommer des substances psychotropes. Il convient de prêter attention à ce dont il se plaignait auprès du médecin. L'un des éléments était la sensation de la présence de quelqu'un à proximité, c'est-à-dire de véritables signes de schizophrénie. Comme le décrit le profiler, les crimes les plus graves et les plus grands risques du psychotype maniaque sont observés chez les personnes souffrant de dépendance à l'alcool et aux drogues. Dworkin a constamment des hallucinations absurdes. Et en plus, il se considère comme Dieu, le maître du destin des gens, décidant qui doit vivre, qui doit mourir et comment. Lorsqu'il a été admis à l'hôpital psychiatrique, par une étrange coïncidence, plusieurs personnes y sont mortes d'empoisonnement à ce moment-là. Peu à peu, nous aborderons ce sujet et vous tirerez vos propres conclusions. S'agit-il d'une coïncidence ou d'actes prémédités? Il existe également des témoignages concernant des morts étranges survenues pendant que Dworkin travaillait comme aide-soignant dans le service de réanimation traumatologique. Imaginez une personne à la psyché instable ayant un accès direct à des substances et médicaments psychoactifs puissants. D'ailleurs, Dworkin s'y connaissait en médicaments et en chimie, et son grand-père était chimiste. Ce que je constate, c'est que Dworkin est clairement obsédé par le thème de la mort. Il se retrouve constamment là où des gens meurent. Il décrit en détail les cas, comment il a observé ces morts. Et, ce qui est révélateur, il met l'accent non pas sur les personnes elles-mêmes, mais sur leur souffrance et la manière dont elles sont mortes. Le comportement de Dworkin a attiré à plusieurs reprises l'attention de la police, car il était un adepte actif du mouvement hippie. Finalement, il a été exclu de l'institut pédagogique pour un comportement incompatible avec les exigences envers un futur enseignant. Il a également eu des problèmes à cause de ses longs cheveux. À cause de cela, Dworkin non seulement a été expulsé de l'établissement, mais il était aussi constamment contrôlé par les forces de l'ordre. Il écrit lui-même que, même en Ukraine, la police l'a attrapé et l'a forcé à se faire couper les cheveux. À la maison, il a eu des crises émotionnelles avec des accès d'hystérie et une tentative de suicide. Et maintenant, faites attention à un autre détail de sa biographie. Dworkin était passionné par la culture hippie et voyageait souvent seul en autostop. Dans les années 70, une personne menant ce genre de vie était automatiquement inscrite sur les listes de la police comme appartenant au groupe à risque criminel le plus élevé. La question n'est pas qu'il traîne comme un clochard, mais ce qu'il faisait là-bas. Pour les tueurs en série et les maniaques, ce mode de vie est une couverture idéale. Toujours en mouvement, il ne laisse aucune trace nulle part. Ces victimes sont des personnes prises au hasard dans différentes régions du pays. C'est justement lors de ces voyages que Dworkin et ses hippies s'arrêtaient temporairement dans des orphelinats et des internats. Ils ont donc aussi trouvé des endroits où passer la nuit. Ce choix ne vous surprend-il pas? Pourquoi choisit-il précisément de tels endroits? Par exemple, à Mohyliv-Podilsky, ils se sont arrêtés dans un internat pour enfants handicapés. Selon Dworkin lui-même, il faisait participer les enfants à la récolte de pavots et à la préparation de mélanges narcotiques. En bref, il a organisé un repère de drogués dans un orphelinat. C'est tout simplement du foutage de gueule.
C'est difficile d'imaginer ce qu'il pouvait faire aux enfants dans un tel état. Les auteurs de l'enquête supposent que Dworkin, très probablement, séduisait les enfants pour des contacts sexuels. Dans le livre « Mon Amérique », il y a ces mots d'enfant « Emmenez-nous avec vous, nous ferons tout ce que vous direz ». Nous vous écouterons tout le temps. Bien qu'il n'y ait pas ici de preuve directe d'un sous-entendu sexuel, on voit comment Dworkin exploite la vulnérabilité des enfants seuls et abandonnés, ce qui crée chez eux une dépendance à son égard et une volonté de lui obéir en tout. C'est un fait très intéressant, car des enquêtes et des livres suggèrent que Dworkin lui-même aurait été victime de violences collectives ou de harcèlement sexuel dans un camp pour enfants, alors qu'il avait entre 8 et 9 ans. Comment a-t-il réussi à s'enfuir? Et c'est alors, en fait, que la rupture psychologique de Dworkin s'est produite. Toute la douleur et l'humiliation que Dworkin a subies, il commence lui-même à les projeter sur les autres. Et, par conséquent, en 9e année, Dworkin viole ce même élève de première année qu'il finira ensuite par tuer à coups de pierre. On constate que même à l'âge adulte, Dworkin a toujours été attiré par le travail et le contact avec les enfants. D'ailleurs, lorsqu'il a ensuite émigré en Amérique, il est de nouveau allé étudier pour devenir enseignant à l'université. En été, il trouve un emploi de moniteur dans une colonie de vacances dans un groupe de garçons. Ce qu'il faisait là-bas avec ses enfants reste inconnu, car beaucoup de temps s'est déjà écoulé. Mais nous comprenons tous très bien ce qui s'y passait, étant donné que Dworkin était un toxicomane et mentalement malade avec des penchants pédophiles. Son portrait psychologique montre que Dworkin choisissait de s'entourer de personnes plus jeunes et plus faibles que lui. Et ce n'était pas de l'amitié au sens habituel du terme. Il avait besoin de personnes sur lesquelles il pouvait facilement dominer, imposer sa volonté et maintenir dans une peur constante ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il éprouvait tout simplement du plaisir à humilier les autres. D'ailleurs, une autre activité de Dworkin était liée aux enfants. Il s'occupait de l'organisation du processus d'adoption d'enfants de Russie. Faites également attention à ces captures d'écran. Il devient donc clair et logique pourquoi, tout au long de sa vie, il était attiré par les enfants. Lorsqu'une personne manifeste un intérêt étrange pour des enfants vulnérables et a l'habitude de gagner leur confiance sous couvert de sollicitude, sa participation au domaine de l'adoption n'est plus simplement une coïncidence et nécessite assurément une analyse approfondie. En général, si l'on rassemble tout ce que l'on sait sur ces combattants contre les sectes, ces anticultistes liés à Dworkin, on constate qu'ils traînent tous derrière eux une série d'accusations de pédophilie et de relations homosexuelles. En 2009, il y a eu des informations selon lesquelles des prêtres amenaient des enfants à la conférence de Dworkin. Pourquoi, se demande-t-on? Dworkin admet également avoir collaboré avec Khan. C'est un réseau de reconnaissance des cultes. Cette organisation est connue pour la déprogrammation de personnes qui auraient soi-disant subi l'influence négative de cultes et de sectes. Avec quelle organisation collaborez-vous en premier lieu? Elle s'appelle en abrégé CAN. C'est le Cult Awareness Network. C'est un réseau de reconnaissance des cultes. Et qu'en est-il de son passé sombre? Je ne voudrais pas vraiment les condamner comme ça. Mais néanmoins, bien sûr, ce n'est pas une méthode. Il faut savoir que cette méthode particulière est totalement illégale et formellement interdite. Et elle est de plus absolument inefficace sur le long terme. Il ne s'agit pas simplement de discussion ou de déprogrammation, mais de véritables tortures et sévices infligés aux gens. Des personnes étaient enlevées, maintenues enfermées et subissaient des violences psychologiques et physiques. Pour ces tortures, ils demandaient aussi beaucoup d'argent aux proches, surtout pour l'époque. En pratiquant la déprogrammation, les anticultistes enlevaient et détenaient de force, sans aucune base légale, la personne qu'ils considéraient comme un sectaire, un adepte d'un culte. Au cours de la déprogrammation, la victime subissait des tortures psychologiques et physiques dans le but de changer de force ses convictions. La déprogrammation était pratiquée à des fins commerciales.
Les anticultistes exigèrent des honoraires assez élevés de la part des proches de la victime pour leur service de rééducation forcée, au cours desquels la personne était généralement soumise à des sévices, des tortures, des passages à tabac et à diverses formes de violence, y compris sexuelles. Сам керівник Кан, Майкл Рокос, був звинувачений за домагання сексу з неповнолітнім. Хочеться провести паралель ще з одним. Une sorte de moyen légal de satisfaire ses penchants maniaques tout en gagnant de l'argent. D'ailleurs, le dirigeant même du Cannes, Michael Rokos, a été accusé d'abus sexuels sur mineurs. J'aimerais établir un parallèle avec un autre grand pourfendeur de sectes, Jakub Jal, de République tchèque, qui, tout comme Dvorkin, étudie pour devenir enseignant. C'est carrément son disciple. Tout se passe exactement de la même manière. Yal fait aussi ouvertement la promotion de la drogue et, dans ses blogs, il se filme complètement défoncé par cette saleté. Alors dites-moi, qu'est-ce que de tels enseignants apprennent à nos enfants? Un instant, ce volontaire tchèque s'est attiré la confiance des enfants en Tanzanie sous couvert de bénévolat et d'aide. Il consommait lui-même de la drogue, injectait quelque chose à ses enfants et les agressait sexuellement. En parallèle, il proposait aussi des relations sexuelles à des locaux. Heureusement, au moins, ils se sont occupés de Jakub et ont ouvert une affaire criminelle contre lui en Tanzanie. La communauté internationale n'a pas ignoré cette affaire. Des journalistes intègres ont révélé la vérité sur lui. L'ambassadeur de Tanzanie lui-même suit ce dossier de près. Toute la République tchèque est en émoi à cause de ce pédéraste. Il venait d'un autre magnifique pays, la République tchèque, et il s'appelait Jakub Jal. Cet individu, dont les actes honteux illustrent les réseaux criminels transnationaux modernes ciblant les enfants, est accusé de violence envers des mineurs et de détournement de fonds caritatifs destinés à soutenir ces enfants démunis dans un refuge quelque part à Moshi. Et combien cet enfoiré a-t-il volé d'argent? Là-dessus, je préfère même me taire. Les gens lui envoyèrent de l'argent pour aider les enfants de Tanzanie. Et il s'est tout approprié. Il lui suffisait juste de tourner une vidéo avec les enfants pour recevoir de l'argent des gens. Parce que, bien sûr, quand on voit dans une vidéo de mignons petits-enfants africains affamés qui demandent à manger, ça touche le cœur de toute personne normale. Il savait parfaitement comment exploiter cela. Cela nous aidera même si vous envoyez 100 couronnes. Bien sûr, 500 couronnes. C'est formidable, et 1000, c'est encore mieux. Si vous êtes membre du Parlement ou une personne riche, bien sûr, vous pouvez envoyer plus. Nous vous en serions très reconnaissants. Mais même si vous faites un don de 100 ou 200 couronnes, comme certains le font, si tout le monde faisait de tels dons. On peut aussi donner en euros. 5 euros, c'est top. Mais bien sûr, 50, c'est encore mieux. Mais bien sûr, 50, c'est encore mieux. J'attends les bénévoles avec impatience. Cela signifie des progrès supplémentaires et cela signifie plus de travail, plus d'argent, plus d'argent. Chaque jour, dès que j'ai une minute de libre, j'écris à mes amis, à mes connaissances sur Facebook et je demande toujours « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Mais bien sûr, 50, c'est encore mieux. Et 1000, c'est le top. Le parallèle entre Dvorkin et Yaklo est exactement le même, comme calqué. Enseignants, toxicomanes, pédophiles, homosexuels et escrocs. L'un comme l'autre agissent exactement de la même façon. Peut-être qu'ils ont des manuels, ces anticultistes. Ce n'est même plus surprenant. Si vous voyez un chasseur de secte, les gars, gardez vos sous-vêtements bien fermés. Nous avons aussi un chasseur de secte en Ukraine, Sviatogor. On trouve sur Internet des mentions de ses visites à des orphelins et des accusations de contact sexuel avec ses enfants. Mais que diable se passe-t-il dans la tête de ces antisectes? Écoutez, aussi triste que cela puisse paraître, tout en est arrivé au point que Dvorkin est même allé étudier au séminaire théologique orthodoxe Saint-Vladimir à New York. Qu'est-ce qui lui a pris de devenir soudainement si croyant?
Par quelle saloperie devient-on un saint homme? Honnêtement, même dans son autobiographie, on ne voit pas où et dans quelles circonstances il a pu changer de cette façon, sa putain de façon de vivre. Et il passe d'athée à putain croyant. Bon, bref, c'est comme ça. Un mystère enveloppé de ténèbres. Continuons à examiner ce que nous avons à la prochaine étape de sa vie, l'affirmation de son autorité théologique. Et là, il va déjà manifester ses penchants maniaques de façon plus voilée. Et il n'est pas surprenant que les gens avec qui la vie le lie meurent les uns après les autres. Le professeur et recteur Alexandre Schmemann fut le professeur de Dworkin au séminaire de théologie et son premier guide spirituel, puis ce fut Jan Meyendorff. Les deux pères spirituels étaient des personnes partageant les mêmes idées, des amis, des recteurs et des érudits issus de familles aristocratiques. Ils étaient très aimés des gens. Ils étaient des autorités spirituelles, forts d'esprit et de véritables piliers de la foi. Chez Dworkin, on perçoit une jalousie féroce envers ses mentors. Et cette jalousie se transforme en un désir de les rabaisser et de les détruire. Dworkin décrit très précisément l'épisode où il a entendu de la part des étudiants la déclaration de Schmemann « Je ne tolérerai pas de repères de drogue ni d'homosexuels à l'académie ». Pourquoi ces paroles, qu'il n'a même pas entendues personnellement, ont-elles autant touché Dworkin, au point qu'il leur consacre une telle attention dans son autobiographie? On voit bien que Dworkin avait peur de Schmemann. À cause des nobles principes moraux de Schmemann, Dworkin ne se pressait même pas d'aller se confesser à lui, bien que ce fût une obligation. Il se justifiait toujours en disant qu'il ne voulait pas le déranger avec ses broutilles. Ah oui, bien sûr. Il a planté 2 personnes en classe de 3e. Des broutilles tout à fait normales. L'épisode suivant est révélateur. Il est lié à un article de journal intitulé « Le chef d'une secte orthodoxe qui pratique le baptême forcé des Juifs ». Imaginez, on l'appelait déjà sectaire en 1981. Ainsi, dans cet article, Dworkin était accusé d'avoir enlevé un garçon juif, qu'il aurait gardé chez lui et baptisé de force. On ne sait pas très bien ce qu'il faisait avec lui sous couvert de ce rituel. Mais lorsque la mère est venue récupérer son fils, Dworkin l'a aussi battu si violemment qu'on a même envisagé d'ouvrir une affaire criminelle contre lui. Un vrai prêtre tout à fait normal. C'est ainsi qu'il ramène les brebis égarées vers Dieu. Et ce sectaire est même devenu un académicien respecté et un spécialiste des sectes. C'est pathétique. Il s'est même vanté d'avoir gardé cette coupure de journal. C'est juste une sorte d'hyperfixation maladive sur soi-même et une obsession maniaque. Après la parution de l'article, Schmemann a invité Dworkin chez lui et a attiré son attention dessus. Et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que Schmemann ne commence à se sentir mal et bientôt on lui a diagnostiqué un cancer. Dworkin écrit avec enthousiasme à quel point Schmemann se sentait mal, était devenu faible et avait besoin d'aide. Dworkin prenait plaisir à la faiblesse et à l'impuissance de son mentor. Et sur fond d'impuissance et de faiblesse de Schmemann, Dworkin exalte sa propre personne. Il décrit cela en disant que toute personne forte et volontaire peut facilement devenir impuissante et vulnérable. Dworkin décrit la mort de son mentor de façon si romantique, comme si son vœu le plus cher s'était réalisé. Dans son autobiographie, Dworkin raconte avec tant d'enthousiasme les funérailles de Schmemann et à quel point c'était beau. Je comprends bien sûr tout cela, mais c'est tout simplement de la moquerie. Décrire la perte d'une telle personne avec délectation. Dworkin écrivait ainsi « La principale leçon que nous a apportée Schmemann, c'était la leçon de la mort. Tout est dans le style de Dworkin, cynique et maniaque. Regardez, je vous raconte tout cela maintenant. Je m'en tiens aux faits. Mais lisez vraiment tous ces documents, analysez-les et tirez-en vos propres conclusions. » Après la mort de Schmemann, le poste de recteur du séminaire est occupé par Meyendorff. Il devient également le mentor spirituel de Dworkin.
Toutes ces circonstances liées à la mort de Schmemann ont joué en faveur de Dworkin, car Meyendorff avait beaucoup plu à Dworkin dès leur première rencontre, et Dworkin a su gagner la confiance de son nouveau mentor, fréquentant sa maison et côtoyant sa famille. Meyendorff aidait Dworkin dans ses activités scientifiques et dans le développement de sa carrière. Grâce à son soutien, Dworkin devient même docteur S-Science. Lorsque Dworkin retourne à Moscou après 14 ans d'émigration aux États-Unis, il obtient un emploi au département de l'éducation religieuse grâce aux relations de Meyendorff. Dès que Meyendorff cesse de lui être utile après avoir quitté son poste de recteur et exprime le désir de travailler pour le renouveau de l'Église orthodoxe en Russie, et voilà, dès que Meyendorff visite Moscou, il tombe immédiatement malade d'un cancer, et Dworkin ne l'a plus jamais vu vivant. Alors, Dworkin, Meyendorff a empiété sur ton territoire et tu as décidé de t'en débarrasser? En Russie, le supérieur direct de Dworkin devient Gleb Kolyada. C'est aussi un recteur, un scientifique, un prêtre, une personne très respectée. Et je précise que Dworkin est arrivé chez Kolyada grâce à la recommandation de Meyendorff. Selon Dworkin, c'est justement sous la direction de Kolyada qu'il développe son principal domaine d'activité déjà dans l'espace post-soviétique. Il s'agit de la lutte contre les sectes totalitaires. Et c'est justement à cette époque que son directeur, Gleb Kolyada, tombe lui aussi malade d'un cancer et décède. Et vous pensez que c'est une coïncidence? Mais non! Dworkin a suivi exactement le même scénario. Ici, c'est la 3e fois qu'il s'agit d'un cancer. Il me semble que Kolyada aurait rapidement compris que derrière la façade de la lutte contre les sectes se cache en réalité la terreur et le racket. Et cela n'a rien de chrétien. Et il n'aurait jamais permis à cette ordure de faire de telles absurdités. D'ailleurs, chacun de ses mentors, avant qu'on ne leur diagnostique un cancer, se plaignait de douleurs abdominales et de symptômes ressemblant à un empoisonnement. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est que tous ces guides spirituels sont morts dans des circonstances étranges. Le profileur en parle aussi. C'est-à-dire que chacun d'eux était actif, sans se plaindre de rien. Et là, soudainement, en pleine période d'activité, plein d'ambition et de projets, il meurt d'un cancer. Regardez, dans les années 80 et 90, il n'y avait pas encore une telle épidémie de cette maladie. Pourquoi personne n'a-t-il été surpris que tant de personnes soient mortes d'un cancer dans un cercle aussi restreint? Le profileur avance l'hypothèse que Dworkin pourrait utiliser des médicaments pour provoquer des maladies oncologiques. Au début, cela m'a aussi semblé peu probable. Mais Dworkin lui-même s'est vanté à plusieurs reprises de ses connaissances en pharmacologie et en chimie. Il a parlé de sa connaissance des poisons et les détails de son autobiographie confirment que tout cela est bien réel. Le criminel ne tue pas la victime immédiatement, mais crée des conditions dans lesquelles elle dépérit lentement à cause de la maladie. De plus, 1 an avant la mort de Schmemann, Dworkin décrit sa visite en Allemagne. Il mentionne avoir acheté de l'acide borique là-bas. Or, c'est un poison puissant, sans odeur ni goût. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, la pharmacie a refusé de lui en vendre, mais dans la 2e pharmacie, il a menti en disant qu'il en avait besoin contre les cafards. Et il a réussi à l'acheter. Vous savez ce qui m'étonne dans tout ça? Ce n'est pas qu'il achète quelque chose quelque part. C'est normal, c'est la vie. Mais par exemple, je ne me souviens même pas de la dernière chose que j'ai achetée en pharmacie. Et ce salaud, lui, se souvient qu'il a acheté de l'acide borique il y a 30 ans. Dites-moi, est-ce qu'une personne normale, saine d'esprit, écrirait cela dans son autobiographie 30 ans plus tard et décrirait les détails avec autant de précision? Non. Seuls les maniaques planifient leurs crimes et les décrivent précisément, laissant ainsi des indices. Dworkin écrit dans un style que seuls des maniaques aussi cinglés que lui peuvent comprendre.
comprendre. C'est ainsi d'ailleurs qu'il se trouve des sbires. Je résume. Schmemann, Meyendorff et Kolyada sont décédés à une époque où ils étaient très influents et représentaient en même temps une grande menace pour les plans de Dworkin et la construction de son autorité. En général, le sujet de l'empoisonnement m'amène à certaines réflexions. On fait immédiatement un parallèle. Kreminovska et Sviatohor, célèbres chasseurs de sectes en Ukraine, ont un passe-temps particulier, à savoir l'empoisonnement de chiens. D'où tiennent-ils cette expérience? Ne viendrait-elle pas de Dworkin? Si l'on regarde l'activité de ce duo, il ne se contente pas de répéter les thèses de Dworkin, il copine sa pathologie. Ayant commencé par le dog hunting, c'est-à-dire le massacre massif de chiens à l'aide de poisons d'origine médicale, il prenait plaisir à leurs gémissements et râles d'agonie, appelant cela une symphonie. Et il faut prendre en compte que le dog hunting trouve ses racines en Russie. J'en ai également parlé en détail. Tuer des chiens et prendre plaisir à l'agonie de la mort des animaux, c'est l'école de tout tueur en série. La psychiatrie a depuis longtemps prouvé que, pour un maniaque, le passage des animaux aux humains n'est qu'une question de temps. Comment les événements se sont-ils ensuite déroulés avec Dworkin? Déjà au printemps 1993, le professeur danois Johannes Haagar, qui dirigeait l'organisation chrétienne internationale Dialogue Center, visitait Moscou. Cette organisation s'occupait des sectes depuis près de 20 ans. Un autre chasseur de sectes et maniaque, et bien sûr qui se ressemblent s'assemblent. Haagar fait la connaissance de Dworkin et commence à collaborer avec lui. Et déjà en août de la même année, Dworkin rend visite à son nouvel ami au Danemark. Et à partir de ce moment-là, Haagar devient une figure clé qui par la suite mènera Dworkin à la prochaine étape de sa carrière et à l'obtention d'une réputation au niveau international. Par exemple, Wilhelm Hack, après la Seconde Guerre mondiale, a aidé son frère de foi, également combattant contre les sectes, l'anticultiste Johannes Haagar, à fonder l'organisation anticulte Dialogue Center en 1973. Et bien que le centre s'appelait Dialogue, ce mot pacifique n'a toujours été qu'un paravent. En réalité, Haagar, tout comme Kunert au centre apologétique, était un anticultiste chrétien qui aspirait à lutter contre les soi-disant sectes totalitaires. Haagar a publiquement tourné en dérision le premier amendement de la Constitution des États-Unis, l'un des symboles d'une société libre. Haagar l'a qualifié de névrose et a déclaré qu'il allait à l'encontre de la nature humaine. Des représentations du Dialogue Centre existaient en Grèce, en Angleterre, en Inde, en Irlande, en Russie, ainsi qu'en Allemagne, où Hack est devenu vice-président de ce centre. Et à votre avis, qui est devenu l'un des élèves préférés d'Haagar? Cet élève qu'Haagar défendra à de nombreuses reprises devant les tribunaux. Vous avez déjà beaucoup entendu parler de lui aujourd'hui, mais c'est maintenant que vous comprendrez d'où il a tiré toutes ces méthodes. Ainsi, le représentant du Dialogue Center en Russie est devenu l'élève de Haak et l'élève préféré d'Haagar, Alexandre Dworkin. Pendant son émigration, il a étroitement collaboré avec Haak, Haagar, leur disciple le pasteur Gandov, ainsi qu'avec d'autres anticultistes européens et américains. Aussi, Dworkin a directement et entièrement adopté les méthodes des nazis. Le modèle de fonctionnement de ces centres consiste à lutter contre tous les groupes de personnes dissidentes. Et déjà, en septembre 1993, Dworkin ouvre son centre d'information et de conseil au nom d'Irénée de Lyon, qui, ici, dérange tout le monde comme une épine dans le pied. Et sur cette base, en 2006, Dworkin crée l'organisation Rossis. Putain, merde, un rassemblement de coprophiles et de satanistes. C'est même dégoûtant d'en parler. C'est ainsi qu'a commencé l'activité de Dworkin pour la formation d'un réseau international d'activités anti-sectes. Mais imaginez comment ces événements s'enchaînent dans le temps. Dès qu'il s'est trouvé une protection, le gourou Ogorda, alors Kolyada, avec ses valeurs morales et chrétiennes, est devenu une gêne pour lui. Et il n'est pas surprenant qu'en mars 1994, on ait diagnostiqué un cancer à Lib Kolyada. Et même si ce n'était pas une forme compliquée, il meurt peu de temps après l'opération. Vous pouvez lire tous ces détails dans le profilage sur le site et dans les livres.
Lisez et vérifiez par vous-même, pour ne pas penser que j'invente des choses ici. À l'origine du nazisme russe moderne se trouve Dvorkin. Et maintenant, vous allez comprendre comment, partant de drogués et de meurtriers, il en est venu à transformer la Russie en un camp de concentration de fanatiques conditionnés. Comment il a dupé tout le pays et s'est approprié les masses. Et vous savez ce qui m'a le plus frappé, c'est que le nouveau protecteur de Dvorkin, ce Johannes Ogort, est étroitement lié à l'idéologie nazie. Et cela se voit à travers ceux dont il a hérité ses opinions et ses méthodes. Il y avait un Allemand, le théologien Walter Künneth, qui, dès 1932, a pris la tête du centre apologétique de lutte contre les sectes. En 1933, il a publiquement appelé à la destruction du judaïsme et a collaboré avec la Gestapo, leur fournissant des informations sur les minorités religieuses et politiques. Et nous savons tous très bien comment tout cela s'est terminé. Par des millions de victimes dans les camps de concentration, des tortures inhumaines et des atrocités. Et c'est justement Künneth qui devient le patriarche idéologique du mouvement anti-secte. Un autre de ses disciples était Friedrich Wilhelm Hack. Et avec Ogorod, ils deviennent, après la guerre, non seulement de nouveaux combattants contre les sectes, mais aussi des figures clés qui réaniment et légalisent les méthodes nazies de contrôle de la conscience et de persécution des minorités. Leurs activités ont créé le fondement du terrorisme anticultuel moderne qui possède des racines fascistes évidentes. Et c'est justement Dvorkin qui s'est joint à eux. Hack appelait à voir dans les sectaires des êtres dépourvus de dignité humaine. Cette rhétorique est devenue la base de l'activité de Dvorkin et de son centre Irénée de Lyon. Maintenant, je comprends pourquoi il a mené une telle purge dans toute l'Église orthodoxe. C'est maintenant, après avoir lu tous ces documents, que tout commence à s'éclaircir dans ma tête. Bien sûr, auparavant, je tombais déjà sur différentes interviews de prêtres et je voyais que Dvorkin écartait et discréditait tous ceux que les gens suivaient. Écoutons ce que l'on dit à son sujet. Beaucoup de choses ont été dites à propos de Dvorkin et de sa compagnie. Ici, je n'aurais probablement jamais su et jamais, en tant que prêtre de village, je n'aurais eu à faire face à de tels faits. Beaucoup de ceux qui le connaissent personnellement, qui ont travaillé avec lui dans ses nombreuses organisations et projets, en font d'ailleurs l'expérience. Tout d'abord, ils le considèrent comme un agent étranger et son organisation, la soi-disant Rossir, n'est qu'une filiale d'un centre basé en Europe. Et le plus effrayant, selon ceux qui ont travaillé avec lui, concerne son attitude envers la mission auprès des sectaires. La situation est telle que, et c'est la vérité, je l'ai moi-même constaté. Là-bas, le travail ne consiste pas à aider ceux qui se sont égarés. Beaucoup de personnes très honnêtes, sincères, bienveillantes, mais égarées, qui se sont retrouvées dans des sectes, à les sortir de la secte et à les sauver, à les remettre sur la voie salvatrice de l'Église. Non, là-bas, il s'agit d'une véritable guerre contre les sectaires. Pas pour les âmes, mais contre les sectaires. Voilà la force aujourd'hui de ceux à qui l'on a confié, dans l'Église et dans l'État. Concrètement, il s'agit d'Alexandre Leonidovitch Dvorkin, qui détient un tel pouvoir qu'il peut rendre la décision finale concernant ceux qu'il commence à soupçonner d'être peu fiables du point de vue de la foi et apposer l'étiquette de secte sur qui il veut apposer cette étiquette. Voilà à quel point tout cela est sérieux, à quel point tout cela est effrayant. Ce qui est terrible, c'est que l'État soutient entièrement ces actions. Autrement dit, il agit véritablement comme une personnalité totalitaire, il a soumis à son autorité les organes d'État, y compris les forces de l'ordre et les services de sécurité. Il les a soumis dans le sens où, si jamais il qualifie quelqu'un de secte, ils sont obligés d'éliminer cette personne, car elle apporte le mal à la société. Et dernièrement, Dvorkin et ceux qui sont avec lui ont ouvert une nouvelle forme de business. C'est ce qu'on m'a dit. Ils inventent des sectes, des schismes à l'intérieur de l'orthodoxie, là où il n'y en a pas. Ils répriment activement et étouffent, entre guillemets, soi-disant les sectaires à l'intérieur de l'Église, mais ils le font sur commande. Voilà le genre de business, le genre de gain. On m'a même dit quels étaient les versements qui venaient de Kazana Dvorkin et quel montant. En même temps, ils se présentent comme des tueurs à gages professionnels au sein de l'Église, capables d'exécuter n'importe quelle commande. Il a instauré une véritable terreur à l'intérieur de l'Église.
Vous vous demandez pourquoi il a chassé et intimidé les vrais prêtres vers lesquels le peuple se tournait. Parce que ces personnes sont des miroirs moraux. Ils reflétaient son propre vide intérieur et son sadisme. Pour un maniaque narcissique, il est insupportable de voir à côté de soi quelqu'un qui possède une véritable conscience et l'amour des gens. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre quelles étaient les motivations de Dvorkin dans ses persécutions, car l'ampleur, eh bien, elle est assez importante à l'échelle du pays et même au-delà. Le christianisme orthodoxe en Russie répète aujourd'hui l'histoire du protestantisme dans l'Allemagne nazie. À l'époque du nazisme, en raison des opinions radicales de Martin Luther, l'anticultisme s'est enraciné dans le protestantisme. Et aujourd'hui, de la même manière, l'anticultisme russe, dirigé par le Rokor, a pénétré l'orthodoxie et l'empoisonne de l'intérieur. L'histoire se répète. Le centre Irénée de Lyon, créé par Dvorkin en 1993 sous le patronage de l'Église orthodoxe russe, copie entièrement, dans son modèle, le centre apologétique nazi fondé par Kunet. Ce centre affirme que sa mission est de mener des recherches religieuse, mais en réalité, il se révèle être un instrument de propagande informationnelle nuisible, dirigé contre les nouveaux mouvements religieux, les associations idéologiques et même les structures commerciales. C'est pourquoi il faut revenir encore à son enfance. C'est son camarade de classe Yashka, le même que l'on a ensuite retrouvé noyé dans l'étang, qui a parlé à Dvorkin de Dieu. Dieu vit dans les montagnes, et de là, il envoie la foudre et le tonnerre. On ne peut pas le voir, mais il peut tendre la main et attraper qui il veut. Après cela, Yasha ajouta que ce même Dieu avait un jour été capturé et jeté dans une fosse. Les profileurs disent que ce moment est devenu le fondement de son complexe pathologique de Dieu. Après que Yashka s'est noyé, non sans l'aide de Dvorkin, Dvorkin en vient à la conclusion que Dieu n'existe pas. Il n'y a qu'un néant absolument vide. C'est précisément la symbolique de la fosse et de la pierre qui hantera ensuite Dvorkin toute sa vie, depuis son premier meurtre en classe de 3e jusqu'à ses cauchemars. Si l'on peut jeter Dieu dans une fosse, alors Dvorkin décide lui-même de devenir cette main punitive. Un détail important, c'est sa peur panique d'éviter la mère de Yashka, ce que la mère de son ami soupçonnait. Dvorkin en avait une peur panique et l'évitait de toutes les manières possibles, se cachant d'elle derrière l'armoire. C'est un modèle de comportement typique, caractéristique d'une personne qui craint que son crime ne soit découvert. Faites attention, car ce n'est pas surprenant. Sur la couverture de son livre autobiographique, il a placé une photo de lui-même alors qu'il n'avait que 8 ans. Et l'élément clé, c'est que sur cette photo, sa main droite est suspendue au-dessus d'un bateau-jouet qui se trouve sur l'eau. C'est aussi du symbolisme. Pourquoi a-t-il choisi précisément cette photo pour son livre alors qu'il était déjà un homme mûr? À ce moment-là, il avait déjà plus de 50 ans. Cela signifie que c'était pour lui un moment clé de sa vie qui reflète un événement important de cette époque. C'est précisément le moment de la formation de sa personnalité. Sa main, suspendue au-dessus de l'objet, ressemble à un geste de pouvoir et de contrôle sur le destin de quelqu'un. On voit que, dès l'enfance, son obsession du pouvoir sur la vie des gens commençait déjà à se former. Lorsque Dvorkin a commis ses premiers crimes, personne, c'est-à-dire Dieu, n'est venu protéger ni l'élève de première année qu'il a lapidé à mort, ni son ami croyant Yashka. C'était son défi lancé à Dieu, car au moment du crime, personne ne l'a arrêté, et le pouvoir sur la vie d'une autre personne était entre ses mains. Dvorkin n'a subi aucune punition pour ses crimes, ce qui a contribué à forger sa conscience de maniaque et de meurtrier. À chaque fois, Dvorkin perfectionnait ses meurtres et ses crimes envers tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Je vous raconte cela tel que j'ai reconstitué ce tableau. Mais lisez aussi les documents des profileurs. Eux, en véritables spécialistes, ont analysé en détail et avec finesse le psychotype du criminel. Et moi, je vous ai simplement transmis l'information de façon concise. Le profileur ne le qualifie pas simplement de meurtrier, mais de tueur en série. Ce ne sont pas que des mots.
Il est évident qu'il a eu un dérèglement mental et qu'il a commencé à se mettre au même niveau que Dieu. Il est donc clair pourquoi il a maintenant construit son réseau de telle manière qu'il peut atteindre n'importe qui et faire ce qu'il veut avec cette personne. Règle de l'article 2 du RM2, l'organisation de l'activité d'une association religieuse, y compris celle dans laquelle une décision légale appropriée concernant la liquidation ou la cessation de l'activité religieuse a été prise, et la participation à cette activité après la commission d'une infraction pénale prévue à l'article 111 du Code pénal de l'Ukraine, dans le cas où cela a été commis par l'organe religieux central, un conseiller régional ou son adjoint, dans le but de pratiquer ou de diffuser collectivement la religion et les rituels. Où est ta famille? L'institution religieuse centrale et principale assure la coordination de l'ensemble, en toute autonomie et de façon totalement indépendante. Dites-moi, pourquoi avez-vous été arrêté? Pour ma foi en Dieu. Lève la tête, regardez ici. Et quels livres ont-ils trouvés chez vous? La Bible et d'autres livres chrétiens. J'ai eu peur. Ще один факт. Ви коли-небудь замислювалися, чому людина, Un autre fait. яка називає себе... Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la personne qui se présente comme le principal spécialiste des sectes tient autant à son apparence extérieure? Dévoilons un nouveau masque d'Alexandre Dvorkin et regardons son complexe de Dieu à travers les yeux des profileurs. Sa fixation pathologique sur les cheveux longs depuis ses années d'école n'est pas simplement une question de mode, mais un marqueur d'élection divine et de force secrète. Quand, à l'Institut, on l'a forcé à se couper les cheveux, il a décrit cette tragédie avec les mots suivants. « La force m'a quitté ». C'était comme être rétrogradé de général à simple soldat. Pour lui, perdre ses cheveux signifiait perdre son unicité et sa divinité. Lorsque Dvorkin travaillait comme technicien en radiologie à l'Institut de cardiologie, le directeur, l'académicien Petrovski, lui a fait une remarque cinglante sur son apparence, l'a ironiquement appelé Jésus-Christ, et lui a ordonné d'aller se faire couper les cheveux. En réponse, Dvorkin a fait un scandale et a démissionné. Et Dvorkin non seulement s'en est souvenu, mais il a utilisé cet épisode dans son récit comme si ce n'était pas une moquerie, mais une confirmation de son statut particulier, se présentant en fait comme quelqu'un qui se tient au-dessus même d'une personne d'une telle autorité. Pour Dvorkin, l'image de Jésus n'a jamais été associée à la miséricorde ou simplement à la quête de la foi. Même en étant un athée convaincu et fini, il a commencé à se comparer au Christ comme à un symbole du pouvoir absolu. Il revêt tout simplement l'image de Dieu et rivalise avec le Créateur. Quoi qu'il fasse, peu importe combien d'années il a passé à se construire l'image d'un vrai théologien, la véritable attitude de Dvorkin envers l'enseignement de Jésus finit toujours par transparaître sous son masque mensonger de défenseur du christianisme. Voici par exemple ce qu'il dit lui-même. On entend sans cesse les mêmes arguments. Dieu est unique. Et pourquoi les gens inventent-ils différentes religions? Dieu est dans l'âme, comme si, pardonnez-moi, Dieu était une moisissure qui apparaîtrait d'elle-même dans l'âme. On a toujours envie de poser cette question. À partir de quel moment est-il apparu chez vous? Et comment savez-vous en fait qu'il est là? Quels sont les fruits et comment s'appelle Dieu, celui qui est dans votre âme? Le savez-vous? Donc, si Dieu est dans l'âme, à quoi bon aller à l'église? En fait, par ces mots, Dvorkin rejette tout simplement le fondement du christianisme, à savoir que Dieu est unique et qu'il est en l'homme. Il ne fait pas que le nier, il méprise aussi ouvertement l'essence même de l'enseignement du Nouveau Testament. Il a chassé le Christ de l'Église. Mais la question demeure. Où sont les orthodoxes et pourquoi gardent-ils le silence? Pourquoi personne n'a-t-il défendu le christianisme? Dvorkin qualifie en fait Dieu dans l'âme humaine de moisissure. Et là, une question logique se pose. Alors, qu'est-ce qu'il prêche aux justes?
car il est clairement dit dans la Bible elle-même. Le royaume de Dieu n'est pas quelque part à l'extérieur, on ne peut pas le montrer du doigt, il est dans l'âme de l'homme. Dworkin crie au sujet des sectes dangereuses, alors que lui-même, tel une moisissure, s'est infiltré dans l'Église et a transformé l'Église orthodoxe russe en une secte totalitaire, dont le noyau est Rossirs. Il traite des personnes et des organisations de sectaires, d'agents étrangers, d'extrémistes, de tumeurs cancéreuses qu'il faut couper et brûler par le feu. Et d'ailleurs, c'est précisément de néo-nazis qu'ils nous traitent, nous les Ukrainiens. Et par conséquent, la vie des gens ordinaires et pacifiques se transforme en un véritable cauchemar. Je voudrais demander à un spécialiste, dans quel domaine travaillez-vous? Je suis spécialiste dans plusieurs domaines. Eh bien, je suis spécialiste des sectes religieuses, du virus Nebib et de l'histoire des religions. Vous n'êtes pas spécialiste dans d'autres domaines? Religiologie, la philosophie, histoire des religions, quelque chose comme ça? Le fait est que la sectologie est une discipline qui est liée à la fois à la religiologie et à l'histoire des religions. D'accord. Avez-vous un document qui atteste de l'obtention du standard d'État dans la spécialisation sectologie? Un document qui confirme votre qualification dans ce domaine? La sectologie, il n'existe pas de standard d'État pour la sectologie, c'est une discipline professionnelle. Ah, donc cela n'existe pas alors? Qui est enseignée dans le cadre de l'éducation religieuse. Je comprends. Donc vous n'êtes même pas spécialiste en religiologie, précisément en tant que discipline d'État. Ai-je bien compris? Je précise encore une fois que la religiologie, en tant que discipline, la spécialisation sectologie, Non, je parle précisément en tant que discipline que l'État délivre des attestations spéciales indiquant que la personne a atteint un certain niveau. Il n'existe pas une telle attestation simplement parce que vous êtes un spécialiste en sectologie. Si vous pensez que l'activité de cette bande n'existe qu'en Russie, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Rassir est devenu le centre idéologique de tout le réseau anticulte mondial. Les représentants des organisations anticultes et leurs complices, infiltrés au sein de la religion principale de la Russie, ont fait de ce pays une base pour leurs activités et, à partir de là, ont lancé une attaque terroriste ciblée contre les pays démocratiques. L'idéologie radicale de la Rassir, née en Russie, étend aujourd'hui son influence bien au-delà de ses frontières. Les organisations antisectes disposent d'une position particulièrement forte en Chine, en France et en Allemagne, où elles bénéficient d'un soutien important de la part des autorités ou de certains de leurs représentants, avec la possibilité d'influencer les organes législatifs, judiciaires et de maintien de l'ordre. L'un des principaux représentants de ce réseau terroriste international est la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme, FECRIS, dont le siège se trouve à Paris. Et grâce à cela, Dworkin a mis en place un réseau d'influence et de manipulation dans les pays occidentaux. Et désormais, le mensonge dans les médias devient une sentence pour n'importe qui. Il utilise la loi comme les pierres qu'il lançait dans son enfance sur une victime tombée dans une fosse afin d'enterrer vivant la réputation de quiconque lui fait obstacle. Le vrai visage de Dworkin, c'est celui de quelqu'un qui n'est pas venu pour servir, mais pour tuer la foi de l'intérieur en créant sa propre secte coprophile et sadique. Amis, aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'une seule personne, nous parlons d'un véritable système anti-secte qui s'est étendu à travers le monde entier et au centre duquel se trouve l'une des figures les plus dangereuses de notre époque. Il s'agit d'Alexandre Dworkin. Il est lui-même cette moisissure et il a même construit à partir de cette moisissure tout un réseau de maniaques, de sadiques, de vauriens et il leur a donné un tel pouvoir qu'ils se sont élevés au-dessus des gens et ont le droit d'empoisonner qui ils veulent avec leur pourriture. Ce professeur de sectologie ne construit pas simplement une organisation mais tout un réseau international. Un véritable cartel. Il y implique le FSB, des députés, des juges, des procureurs, des journalistes, des politiciens et des avocats. Et il se murmure que les méthodes de recrutement y sont telles qu'Epstein lui-même en serait jaloux.
C'est un réseau où des maniaques et des drogués façonnent l'opinion publique, où des journalistes Judas pour 30 pièces d'argent publient n'importe quelle saleté. Même s'ils comprennent tous qu'ils se sont salis avec le sang et la vie des autres, ils ne peuvent plus sortir, car ils sont déjà jusqu'au cou dans cette merde. Et le FSB, tel des chiens en laisse, exécute les ordres et terrorise les gens. L'une de ses activités clés en Europe est la FECRIS, une organisation qui est depuis longtemps sous la surveillance attentive des défenseurs des droits de l'homme pour ses méthodes terroristes et extrémistes. Tout cela, d'ailleurs, dans la continuité du thème nazi. Les successeurs des fascistes. Je rappelle qu'en 2006, Dvorkin a ouvert son Rassir. En 2004, il rejoint la FECRIS et dès 2009, il en devient le vice-président. Ici, nous voyons comment tout s'est passé en même temps et est lié entre eux. C'est à cette même période qu'il s'impose comme un acteur clé sur la scène religieuse en Russie. Et encore une coïncidence intéressante. En 2008, le patriarche de l'Église orthodoxe russe, Alexis II, décède. Encore une fois, cela tombe très à point nommé pour Dvorkin. Des rumeurs circulent, c'est dans des sources ouvertes sur Internet. Ce ne sont pas mes suppositions, selon lesquelles Alexis II ne serait pas parti de lui-même. On l'aurait aidé. Dans cet épisode, nous n'entrerons pas dans les détails à ce sujet. Mais il est intéressant de noter que tous ceux qui étaient avec lui le jour de sa mort ont mystérieusement disparu. Dvorkin avait intérêt à remplacer le patriarche par son homme à lui, un bandit et coureur de jupons, Cyril. Encore un autre complice de Dvorkin. Les rumeurs sur l'implication de Cyril dans la mort d'Alexis II ne sont pas non plus sans fondement. Beaucoup considéraient Alexis II comme un véritable pasteur, tourné vers la spiritualité. Sous son règne, l'Église essayait encore de garder ses distances avec le pouvoir, de préserver au moins une certaine autonomie. Mais avec l'arrivée de Cyril, l'Église orthodoxe russe s'est définitivement transformée en département idéologique du Kremlin et c'est totalement lié au FSB. Pour Dvorkin, avec Cyril, c'était commode. Il leur était avantageux de transformer l'Église d'un centre spirituel en un instrument idéologique sous contrôle, destiné à établir leur pouvoir et tout simplement en une affaire commerciale. Cyril obtient un pouvoir absolu sur les fidèles, tandis que Dvorkin devient un instrument répressif pour éliminer toute dissidence. Et cette symbiose avec l'État est la plus effrayante. Dvorkin, par l'intermédiaire de son élève tel que Konovalov, qui est devenu ministre de la Justice, a pénétré au cœur même du pouvoir russe. Et c'est Dvorkin qui a pris la tête du conseil d'experts auprès du ministère de la Justice. En fait, il a accédé à de véritables leviers d'influence et utilise sa position pour éliminer toute forme de dissidence. Son idéologie a dépassé le cadre d'une seule organisation et est devenue le noyau de l'ordre religieux fermé, fraternité de Diveevo. Et ce n'est pas de la théorie du complot. Regardez et lisez, il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet. En réalité, il s'agit d'un club informel de l'élite politique, auquel appartiennent également des figures telles que Kirienko, qui occupe le poste de premier adjoint du chef de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie. C'est Kirienko et Konovalov, c'est toute la même bande avec leur compagnon d'idéologie Dvorkin. Maintenant, il est clair qu'il est lié à Poutine et organise toutes ces affaires sanglantes. On voit déjà sur YouTube des informations selon lesquelles Poutine n'est pas vraiment un tsar, mais simplement un gestionnaire et une façade. Peut-être que Poutine a lui-même peur d'eux, qui peut le savoir. Après tout, lui aussi est un lâche. Imaginez-vous, Dvorkin est une personne à la mentalité de maniaque, qui agit selon des méthodes nazies. Il a obtenu une influence directe sur des personnes occupant des postes clés de l'État et d'ailleurs ayant accès aux boutons nucléaires. Vous vous rendez compte de ce qui se passe en réalité? La Rachka, avec ses abrutis, ses psychopathes cinglés, s'est transformée en monstre nucléaire. C'est tout simplement la bacchanale du XXIe siècle. Ce sont les paroles de leur Poutine qui a déclaré
À quoi bon un monde sans la Russie? J'ai même peur d'imaginer de quoi ces psychopathes sont capables. Ce sont précisément les moscovites qui aujourd'hui reproduisent les méthodes nazies. Ils disent « Nous sommes Russes, Dieu est avec nous », comme le disaient autrefois les fascistes. C'est eux qui ont chassé le Christ de l'Église et toute cette racaille de Dvorkin soutient l'idée de la soi-disant dénazification de l'Ukraine. En réalité, ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans la guerre contre l'Ukraine. Ils sont tous couverts de sang jusqu'aux oreilles, feignant de lutter contre le nazisme alors qu'il fleurit et prospère dans leurs propres rangs. C'est le cynisme à son plus haut niveau. Aujourd'hui, je crois que j'agis selon la volonté du Tout-Puissant Créateur. En me défendant contre le juif, je combats pour la cause du Seigneur. Ce système ne s'arrêtera pas. Il cherche toujours plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de victimes. Dvorkin a lutté toute sa vie contre Dieu et a créé une organisation anti-religieuse qui combat l'islam, exige des orthodoxes qu'ils meurent pour Poutine et transforme les gens en exécutant sans réflexion de cette volonté. Ce n'est pas simplement de l'étude des sectes, c'est un culte totalitaire qui a pris le contrôle de l'État et menace le monde entier.